Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, au MUCEM, donc le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je suis Agathe Guillou, en charge des relations internationales et plus spécifiquement des projets européens du MUCEM, et c'est avec un très grand plaisir qu'on va vous présenter ce soir, donc en compagnie, d'Arnaud Cartin-Mont et grâce à Conferencia et au CLIC, l'exposition Alexandrie futur antérieur, qui est programmée en ce moment au MUCEM, donc à Marseille. Le MUCEM est un musée, singulier, dont, l'objectif, les missions est de retracer, d'analyser, d'éclairer, les antiques fondations de ce bassin de civilisation que sont l'Europe et la Méditerranée. C'est donc un lieu d'échange, de rencontre, de partage autour des enjeux méditerranéens. Dans les expositions du MUCEM, comme dans sa programmation culturelle, le musée propose une vision pluridisciplinaire où on retrouve, où se conjuguent, l'anthropologie, l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art bien sûr, de l'art contemporain, afin de montrer au public les différentes facettes du monde méditerranéen et européen et le dialogue permanent entre justement la Méditerranée et l'Europe. L'exposition sur laquelle on se penche aujourd'hui, Alexandrie future antérieure, est donc ce reflet de voilà, cette volonté d'avoir un dialogue entre, l'Europe et la Méditerranée. C'est une exposition qui revisite l'histoire et le présent de la ville égyptienne sous un angle nouveau, loin du mythe qu'on connaît, qui est généralement associé à la ville d'Alexandrie. Avant de rentrer plus en détail, dans l'exposition, je voulais revenir sur la genèse en fait de sa création, de sa conception. L'exposition s'inscrit en effet dans un projet plus large, intitulé «Alexandrie, réactiver les imaginaires urbains communs». C'est un projet qui vise à explorer et à réactiver l'influence, créative de l'héritage de la ville d'Alexandrie sur les imaginaires urbains des villes méditerranéennes. C'est aussi, en quelque sorte, un voyage dans le passé et le présent qui traite des différents défis rencontrés par les arts essentiellement et le patrimoine, au travers du prisme de la ville d'Alexandrie et au travers aussi, des influences sur le développement urbain, dans la Méditerranée et bien au-delà. On ne se limite pas forcément à la Méditerranée. La genèse de ce projet est basée sur, 3 suppositions qui sont, reliées les unes aux autres. La première étant que le patrimoine, sous-représenté de la Méditerranée manque parfois d'opportunités en termes de recherche, de visibilité. La deuxième supposition est que les villes d'aujourd'hui ont besoin de nouvelles méthodes, des méthodes pluridisciplinaires et de compétences pour justement réactiver ce développement urbain. La troisième supposition, c'est, celle selon laquelle les artistes, et en particulier ceux issus de la Méditerranée, manquent, souvent d'opportunités et de compétences et de moyens pour voyager, pour créer, pour, accompagner leurs recherches et interagir avec l'environnement urbain. Et donc ce projet, vaste autour d'Alexandrie tente d'apporter des éléments de réponse pour répondre à ces objectifs. Donc dès lors, nous avons construit un vaste projet multidisciplinaire qui intègre l'exposition qu'on va découvrir ce soir, mais aussi un programme de résidence d'artistes, des cycles de conférences qui se déploient dans les différentes villes des partenaires européens et égyptiens de ce projet. Donc la constellation de partenaires, autour de ce projet Alexandrie réunit le Musée royal de Marimont, dont qu'Arnaud Cartin-Mont représente ce soir, le MUCEM où est présentée cette exposition, mais aussi Beaux-Arts, le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, en Belgique, la galerie Kunsthalle Russe au Danemark, l'université de Leiden aux Pays-Bas, la fondation Onassis à Athènes en Grèce, la fondation Pistoletto Città d'Arte à Biella en Italie, le centre d'art contemporain Undo Point à Nicosie à Chypre, le laboratoire d'études, Cluster au Caire en Égypte, l'Institut français d'Égypte à Alexandrie, Teatrum Mundi à Londres, et tous ces partenaires mettent en œuvre ce projet, grâce au soutien notamment de l'Union européenne via, le programme Europe créative.
Pour revenir, plus en détail, donc nous l'avons dit, le projet repose sur 3 piliers. Le premier étant l'exposition qu'on va découvrir, des programmes de résidence d'artistes et des cycles de conférences. Je voulais revenir, rapidement sur les programmes de résidence notamment que nous avons portés. 2 programmes de résidence nomades, des résidences artistiques. La première s'intitule Caravan, Thinking with Alexandria. Cette résidence visant à explorer les villes d'Athènes, de Bruxelles, de Marseille et de Nicosie à Chypre à travers à nouveau le prisme d'Alexandrie. Ici, pour cette résidence, nous avons convié une quinzaine d'artistes, chercheurs, urbanistes, architectes, curators, praticiens culturels qui ont été invités à élaborer, approfondir leurs recherches et à articuler et configurer des nouveaux modes de relation et de compréhension des processus et des formations urbains, donc à travers des géographies différentes du bassin méditerranéen. Cette résidence a été mise en œuvre par la Fondation Città dell'Arte Pistoletto en Italie, un de nos partenaires, sous le commissariat de Sarah Rifki et Edwin Nasser. Nous reviendrons sur eux, car ils sont aussi co-commissaires pour la partie contemporaine de cette exposition. Le deuxième programme de résidence nomade que nous portons est la résidence Cool for Sonic Memories, qui vise cette fois à explorer les villes d'Athènes et de Marseille, à nouveau à travers le prisme d'Alexandrie. Et ici, nous avons accueilli à nouveau une quinzaine d'artistes, urbanistes et chercheurs qui travaillent essentiellement dans le domaine sonore et qui ont été amenés à enquêter sur la façon dont les villes justement de la Méditerranée résonnent les unes avec les autres et comment les éléments d'un passé connectés et parfois même conflictuels sont rendus audibles à travers des sonorités. Cette résidence a été conçue et portée par la Fondation Onassis-Stegui en Grèce et en collaboration avec Theatrum Mundi. Le troisième pilier de ce projet vaste autour d'Alexandrie repose sur des temps d'échange, de rencontres et de questionnements aussi à travers des cycles de conférences, des ateliers, des restitutions qui ont été organisés dans les différentes villes de nos partenaires. Et durant ces différents moments, nous avons interrogé les notions d'identité et d'appartenance, le rapport de la ville d'Alexandrie entre le pouvoir et les savoirs qui font écho au concept d'universalisme qui est souvent ramené aujourd'hui. Et autant de questions qu'on a interrogées lors de ces ateliers, comme dans notre monde globalisé avec son lot de crises, la ville antique d'Alexandrie peut-elle renouveler le regard justement sur ces enjeux? Comment l'urbanisme et le développement de la ville d'Alexandrie résonnent avec nos villes contemporaines européennes et leur gestion des habitants, du patrimoine, de l'environnement? Quelle forme peut prendre la vocation universelle d'Alexandrie dans un monde où aujourd'hui les particularismes, les identités sont de plus en plus défendus? Autant de questions voilà, auxquelles on a essayé d'apporter des éléments de réponse. L'exposition d'ailleurs se penche sur certaines de ces questions et on va tenter de vous en exposer une partie ce soir. Le pilier, donc revenons au pilier principal de ce projet qui est l'exposition Alexandrie future antérieure. C'est une exposition coproduite, une coproduction tricéphale entre le Musée royal de Marimont, à Molenbeek en Belgique, le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles et le MUSEM à Marseille. Le concept en fait de l'exposition, porté par Arnaud Cartinmont, qui est avec nous ce soir, a été proposé dans un premier temps au Palais des Beaux-Arts, qui s'est ensuite tourné vers le MUSEM pour qu'on co-construise ensemble cette aventure. Et donc l'exposition a été présentée à l'automne dernier au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Et aujourd'hui, le MUSEM accueille, on va dire, la deuxième étape de cette exposition. Il s'agit d'une exposition qui est le fruit d'un projet de commissariat partagé, donc entre 4 co-commissaires. Pour le volet antique, Arnaud Cartinmont, donc, qui est conservateur des antiquités égyptiennes et proche-orientales à Marimont, accompagné de Nicolas Amoroso, conservateur des antiquités grecques à Marimont également.
Pour la partie contemporaine, on a fait appel à Edwin Nasser, qui est écrivain, commissaire indépendant et chercheur, accompagné de Sarah Rifki, qui est quant à elle conseillère curatoriale, commissaire à l'Institute for Contemporary Art de l'université Virginia Commonwealth et doctorante. Le tout en dialogue avec Enguerrand Lascole, qui est conservateur au MUSEM, en charge du pôle vie domestique de nos collections. Avant peut-être d'entrer, plus en détail dans l'exposition avec Arnaud Cartaimont, je vous propose de découvrir tout de suite, la bande annonce de l'exposition. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Cartaimont, je suis donc conservateur au Musée Royal de Marimont. Je suis l'un des 4 commissaires de cette exposition. Il fallait bien que nous soyons 4 pour générer un projet de cette ampleur-là, qui est également représentatif de la diversité et de la richesse d'Alexandrie. Alors, cette exposition, nous l'avons conçue comme un seul et même projet. L'art antique et l'art contemporain alimentent tous les deux ce propos et permettent également d'élargir un petit peu notre horizon. L'idée de cette exposition, elle est d'aborder l'Alexandrie antique, c'est-à-dire du IVe siècle avant notre ère, lors de sa fondation, jusqu'au IVe siècle de notre ère, date à laquelle le christianisme est devenu religion d'État. Vous verrez que régulièrement, il y a ce que l'on appelle des fenêtres, des lucarnes, qui montrent que la ville d'Alexandrie ne s'est bien évidemment pas arrêtée à la fin de l'Antiquité, mais qu'elle a perduré bien évidemment jusqu'à aujourd'hui. Les œuvres contemporaines, je vous en montrerai quelques-unes, illustrent bien et relayent certaines problématiques vécues par la ville dans l'Antiquité, mais nous invitent également à repenser la façon dont nous percevons cette ville. Parce que d'un point de vue archéologique, on a voulu démythifier la ville d'Alexandrie, on a voulu enlever le vernis qu'il y a autour de cette ville en n'hésitant pas parfois à frustrer le visiteur, puisqu'il y a des données qui nous manquent, qui sont lacunaires, dont on ne sait rien, dont on ne saura jamais rien. J'y reviendrai. Donc ça, c'était également important d'un point de vue scientifique de l'évoquer. Je vais partir du plan scénographique parce que c'est une chose qu'on sous-estime beaucoup quand on parle d'une exposition, et pourtant c'est en quelque sorte l'un des actes de naissance de ce projet. C'est à tout le moins à ce moment-là que le projet se concrétise vraiment dans le chef des commissaires et des musées qui présentent ce genre d'événements. Et je vais vous faire naviguer un petit peu dans les différentes thématiques en vous montrant certainement des vues d'ensemble, mais en m'arrêtant parfois sur certains objets emblématiques et en vous montrant également certains coups de cœur. Alors la première thématique abordée dans l'exposition, la première section, ben, elle est dédiée à la ville d'Alexandrie dans son urbanisme et en guise de mise en garde, on commence par ce très beau diptyque de l'artiste égyptien Ahmed Morsi. Vous voyez que c'est un tableau qui a certaines accointances avec les mouvements surréalistes. Ahmed Morsi est donc un Égyptien qui a quitté son pays pour aller vivre à New York, et dans ce diptyque, eh bien justement, il traite de ces villes côtières, de ces villes qui sont à la fois des portes d'entrée, mais des portes de sortie. C'est également l'une des raisons pour laquelle le choix de Marseille comme lieu pour accueillir cette exposition était un choix évident. Et donc, vous voyez ici que cette vue est une vue de mer, est une vue certes imaginaire, avec cette porte d'entrée, de sortie. Ce bateau, ce n'est pas Alexandrie, ce n'est pas New York, mais Alexandrie a ce statut de ville entrante et sortante pour les populations. Alors, on ne peut pas parler de la ville d'Alexandrie sans commencer par le commencement,
et par le nom de son fondateur, par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, un personnage véritablement devenu mythique, et c'est important de déjà démonter en quelque sorte le mythe à ce moment-ci. Donc Alexandre qui naît en 356 avant notre ère, qui accède au trône en 336, et à partir de là, euh, son expansion territoriale va être absolument colossale. En 331 avant Jésus-Christ, il arrive en Égypte, il se fait reconnaître Pharaon par un oracle divin, il va jeter les bases de la fondation de la ville d'Alexandrie, une ville qu'il rêve être cosmopolite. C'est vraiment l'un des axes majeurs de la politique d'Alexandre, c'est cette mixité, cette rencontre entre les civilisations, puisque tout au long de ses conquêtes, il va s'attacher à marier certains de ses généraux, certains de ses chefs d'armée, avec des princesses locales. Il rêve d'une ville absolument cosmopolite, de ville cosmopolite, puisque Alexandrie d'Égypte est une des Alexandries. Il y a plusieurs villes qui vont s'appeler Alexandrie. Alexandre le Grand va décéder excessivement jeune. Ce faisant, le mythe d'Alexandre le Grand va être construit. Le mythe de ce conquérant qui va disparaître dans la fleur de l'âge, qui va décéder à Babylone, et lors de son décès, son successeur n'est pas réellement apte à lui succéder, et donc son empire va être divisé entre ses généraux. C'est Ptolémée, fils de Lagos, qui va se voir attribuer le territoire égyptien. Son nom est la raison pour laquelle on peut parler de dynastie ptolémaïque ou de dynastie lagide. Ce sont finalement les deux, c'est la même chose, mais ce sont les deux termes qui sont utilisés plus d'un point de vue scientifique par des égyptologues ou plus par des archéologues et historiens classiques, mais la signification est la même. Eh bien, Ptolémée va véritablement construire le mythe d'Alexandre le Grand. Il va en quelque sorte mettre la main sur le convoi funéraire du conquérant et il va le détourner et le faire arriver à Alexandrie. Le convoi funéraire arrive dans la ville et Ptolémée fait édifier un somptueux tombeau dans lequel il va inhumer le conquérant. Ce faisant, il va donner à la ville d'Alexandrie, il va lui donner un statut de ville mémorielle. La mémoire d'Alexandre est liée directement à Alexandrie. Et là, c'est important de se dire que ce mythe d'Alexandre, il va être utilisé, instrumentalisé dès l'Antiquité par Ptolémée. Ce mythe va avoir tellement d'importance que les Romains vont venir témoigner le respect à la dépouille d'Alexandre. Vous avez sur la gauche un tableau du 19e siècle qui vous représente Auguste, Octave, futur Auguste, premier empereur de Rome, qui vient rendre hommage à la dépouille d'Alexandre, et c'est la représentation quasi trait pour trait d'un récit qui nous est parvenu de l'historien romain Suétone. Donc on sait que les Romains ont vu la dépouille d'Alexandre le Grand et qu'on a déposé des gerbes de fleurs dessus. C'était vraiment quelque chose d'excessivement important de se mettre dans la continuité de ce conquérant. Ce n'est certainement pas un acte gratuit. Mais la personnalité d'Alexandre va avoir une destinée assez exceptionnelle dans le monde romain et on va découvrir énormément de représentations en peinture, en mosaïque, en statuaire du conquérant, à l'image de ce très beau bronze qui est présenté dans l'exposition, ce bronze qui vient d'Italie et qui nous montre Alexandre qui se trouvait autrefois sur un cheval. Je vous mentionne ou je vous rappelle également que dans la ville de Pompéi, on a découvert une superbe mosaïque qui représente la bataille d'Issos, donc la bataille d'Alexandre le Grand contre le souverain perse. C'est vous dire à quel point Alexandre va être une figure très prisée du monde romain, puisque les Romains sont des conquérants. Au fil de l'histoire, on va avoir d'autres conquérants qui vont essayer de se relier à la personnalité d'Alexandre, Charles Quint, Napoléon, Hitler, tous ces conquérants vont essayer de vraiment se mettre dans la lignée d'Alexandre le Grand. Donc la figure va être instrumentalisée et manipulée à des fins identitaires. Et finalement, c'est une mise en garde. Au début de l'exposition, attention, nous connaissons toutes et tous beaucoup de choses liées à la ville d'Alexandrie, mais déconstruisons un peu
ce que nous savons, déconstruisons ces mythes et attachons-nous un petit peu à la réalité archéologique, puisque ces grandes figures historiques peuvent être utilisées à des fins nationalistes. Et c'est exactement ce que met en avant cette œuvre contemporaine, l'œuvre de l'artiste turc Asli Çavuzoglu, le nœud gordien, qui fait référence à la vie d'Alexandre le Grand. Il s'agit d'une terre cuite faite d'après une tête d'Alexandre le Grand conservée au musée d'Istanbul. Et vous voyez que cette tête est coupée en deux, à l'image d'une identité coupée, et cela fait écho à la crise politique qu'il y a eu entre la Grèce et la République de Macédoine du Nord, qui ont toutes deux revendiqué le nom Macédoine et la figure d'Alexandre le Grand. Et donc cette œuvre vise à mettre en avant cette utilisation identitaire qui peut être faite de l'histoire. Alors, une fois cette mise en garde évoquée, comment vous montrer à quoi ressemblait l'Alexandrie antique, puisque si on parle de l'Alexandrie antique, on s'attend à la voir, eh bien, nous avons la chance de compter plusieurs très belles aquarelles de l'artiste Jean-Claude Golvin, qui travaille énormément sur des restitutions graphiques des villes de l'Antiquité à travers tout le bassin méditerranéen. Et donc, voici ce à quoi aurait dû ressembler la ville d'Alexandrie. Donc, c'est une ville qui est construite sur un plan hippodamien, c'est-à-dire que les rues se coupent à angle droit, à l'image des villes américaines, par exemple, aujourd'hui. Alexandrie est une ville qui est prise entre deux étendues liquides, la mer Méditerranée à l'avant-plan et le lac Maréotis à l'arrière. Alexandrie se développe donc sur une étroite bande de terre. La ville d'Alexandrie est également constituée de plusieurs îlots, comme vous pouvez le voir ici, dans le bas de l'image. Vous avez un grand îlot, un plus petit et toute une succession sur les autres. L'îlot principal, l'île de Pharos, va être relié à la ville par une chaussée que l'on appelle l'heptastade, une chaussée de 7 stades de long, c'est-à-dire plus ou moins 1344 mètres. Et donc cette île de Pharos, elle va accueillir une gigantesque tour à feu qui va aider les navires à accoster dans le port d'Alexandrie, et cette île va donner son nom à cette tour à feu, Pharos, le phare d'Alexandrie, mais on y reviendra dans un instant. Alors effectivement, parler de la ville d'Alexandrie, d'un point de vue urbanisme, c'est bien évidemment parler de monuments emblématiques. Je viens de vous parler du phare, et vous avez ici une vue de l'exposition avec, vous retrouvez l'aquarelle que je viens de vous présenter, mais également cette très belle maquette du phare qui a perduré au-delà du terminus chronologique de l'exposition, puisque le phare s'est définitivement effondré dans la mer Méditerranée vers le XIVe siècle de notre ère, et on en a des représentations dans des manuscrits arabes, et vous en avez certains dans l'exposition. Parler d'Alexandrie, c'est, je vous l'ai mentionné avec la peinture d'Ahmed Morsi, hein, cette porte d'entrée et de sortie, c'est parler de commerce et de port, à l'image de cette sculpture qui représente la déesse Isis, Isis Faria, Isis du phare, dont vous avez une représentation sur la monnaie de droite. Donc la déesse Isis, protectrice des flots et du commerce, qui tient une voile gonflée par les vents, une voile qui accoste à Alexandrie, comme on peut le voir avec la représentation du bâtiment sur la droite. Je vous ai mentionné également une série de lucarnes, vous le devinez sur l'image de gauche en arrière-plan, avec une série de céramique islamique, puisque la ville d'Alexandrie ne s'est bien évidemment pas arrêtée au IVe siècle de notre ère, elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et donc l'idée de cette vitrine est de vous montrer une série de céramiques dont certains fragments ont été découverts dans le Palais des Papes à Avignon. Donc Alexandrie a continué à commercer avec l'Occident bien après la Méditerranée, mais étrangement, lorsqu'on interroge le public sur la ville d'Alexandrie, l'essentiel des images qui viennent à l'esprit sont connotées antiques. On connaît nettement moins l'Alexandrie médiévale et l'Alexandrie moderne. Alors dans cette exposition, pas de colonnes, pas de fragments d'architraves, pas de base de colonnes. Pourquoi? Eh bien pour une raison
très pragmatique, mais qui est souvent oublié. C'est le fait que le 21 juillet en 365 de notre ère, un terrible tsunami va ravager le littoral alexandrin. On en a des témoignages chez des auteurs anciens, dont Ammien Marcellin notamment, qui nous racontent que les flots ont été tellement importants qu'on a découvert certains bateaux sur le toit des maisons. C'est un tsunami qui a ravagé à peu près 2 tiers de la ville antique. Alors nous avons encore malheureusement toutes et tous en tête les dégâts occasionnés à Phuket par exemple avec le tsunami d'il y a quelques années. Regardez les ravages sur des bâtiments réalisés en béton. Imaginez les ravages sur une ville réalisée en briques et en pierre de marbre. C'était absolument colossal. Vestige de ce tsunami, l'heptastade, que vous avez sur l'aquarelle de droite, donc cette chaussée, va complètement être comblée par les débris, et c'est là que va se développer la ville médiévale. Vous avez une carte du XVIIIe siècle sur la gauche, Jean-Baptiste d'Anville, qui était au service du roi de France. Et donc, vous voyez très bien que l'heptastade est complètement ensablé, comblé, et que la ville médiévale se développe dessus. Ce tsunami va vraiment avoir l'effet d'un cataclysme mémoriel, et les habitants vont quitter l'intramuros d'Alexandrie, que vous avez également matérialisé à gauche sur cette carte. Ici, vous suivez mon pointeur, vous avez le mur d'enceinte. Eh bien, la ville va se développer à l'extérieur, et l'intérieur va rester apparent sous la forme d'un champ de ruines. Chic alors, pourrait-on dire, pour les archéologues, parce que ça veut dire qu'on a une ville antique qui est complètement à part. Eh bien non, puisqu'en 1882, l'armée britannique va vouloir mater une révolte indépendantiste des Alexandrins. Elle va bombarder pendant plusieurs jours Alexandrie. Ce faisant, elle va à peu près raser l'intégralité de la ville médiévale. Elle va également à nouveau détruire la ville antique. Et le peu qu'il restait de la ville antique a été complètement détruit lorsqu'au 19e et la première moitié du 20e siècle, on va refaçonner le littoral pour lui donner, pour créer la corniche actuelle et la promenade le long de la mer. Donc Alexandrie est une ville martyre d'un point de vue archéologique. On connaît bien évidemment une série de vestiges. On a une série de traces de maisons, d'implantations, mais on a perdu énormément. Et ensuite, de par sa situation géographique entre la Méditerranée et le lac Maréotis, la pression urbanistique à Alexandrie est telle que les bâtiments se développent les uns sur les autres, et donc l'essentiel de l'archéologie urbanistique alexandrine est constitué de fouilles de sauvetage. Donc on ne pouvait pas montrer réellement ce à quoi ressemblait la ville d'Alexandrie, mais comment avoir une idée de ce qu'était la ville? Eh bien, grâce à une série de pièces de monnaie qui nous montrent des édifices publics de la ville d'Alexandrie, et certains de ces édifices trouvent un parallèle dans une série d'objets. Ainsi, la première pièce de monnaie dans le coin supérieur gauche nous montre une architecture très égyptienne, je dirais pharaonique, entre guillemets, avec en son centre une représentation de divinité, une déesse Isis qui allait son fils Horus. Vous avez juste à côté la anse d'une lampe en terre cuite qui vous montre cette image. Dans la partie inférieure de l'image, vous avez une autre pièce de monnaie qui vous montre deux divinités qui prennent la forme d'un vase avec une tête humaine. C'est exactement ce que vous retrouvez dans l'objet de droite, des éléments qui sont très de tradition égyptienne, si je puis dire. Tandis que si vous regardez les deux pièces du centre, vous voyez que les bâtiments sont beaucoup plus dans une tradition grecque, avec des colonnes ioniques ou corinthiennes, avec des frontons triangulaires, et vous voyez la divinité au centre qui est vraiment drapée à la grecque. Que nous disent ces pièces de monnaie? Eh bien, elles nous disent quelque chose qui est relayé par des découvertes
archéologiques, en termes de bâtiments, c'est qu'Alexandrie était une ville multiple d'un point de vue architectural. Alexandrie est une ville qui a été fondée par des Gréco-Macédoniens, c'est un fait indiscutable. Il y avait peut-être une implantation égyptienne sur place, mais ce n'est pas vraiment attesté à 100%. Il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle. Donc c'est une fondation gréco-macédonienne, mais dans son expression, il y a des choses à la fois de tradition gréco-macédonienne, des choses de tradition plus égyptienne, mais également des choses de tradition plus orientale, à l'image finalement de ce qu'Alexandre voulait pour sa ville. C'est finalement une ville un peu baroque et rococo, si vous me pardonnez l'emploi des mots en anachronisme. C'est vraiment une ville particulière dans laquelle on a découvert à la fois des sculptures de tradition tout à fait gréco-macédonienne, mais également des sphinx de tradition purement pharaonique. Donc on a vraiment cet amalgame architectural, on a également des obélisques qui vont être transférés là. Et donc finalement, cet état lacunaire, ce manque de vestiges liés à Alexandrie, qu'on ne peut pas comparer à une ville comme Rome, par exemple, où à Rome, on a une très bonne idée de ce qu'était la ville antique, on ne peut pas l'avoir à Alexandrie, eh bien, elle risque de générer une série de fantasmes d'un point de vue urbanistique, et c'est ce que met en avant deux œuvres contemporaines que je vous présente ici. Cette composition de l'artiste Mahamamoun, qui vous présente une plage en face du pont Stanley, qui est vraiment un pont emblématique de la ville d'Alexandrie. Vous voyez cette image, cette plage habitée par les Alexandrins, qui en fait est un photomontage. Stanley, la plage du pont Stanley, était une plage fréquentée par les élites européennes, fin 19e, première moitié du 20e siècle, et les Alexandrins des milieux plus populaires n'y avaient pas accès. Et donc, ici, l'artiste met cette mise en abîme. Attention, on pourrait manipuler ce fantasme urbanistique. Et à droite, vous avez une image de l'œuvre de Yasmina Metwali. C'est une œuvre qui a été réalisée pour l'exposition Gorgon Avatar, où Gorgone, l'icône de la Gorgone, voit le futur, voit le passé et met en avant les périls urbanistiques de la ville d'Alexandrie, notamment en dénonçant cet urbanisme galopant de la ville. Je vous ai mentionné le tsunami du IVe siècle qui va avoir une incidence, bien évidemment, en rasant une partie de la ville, mais en contaminant les nappes phréatiques, en salant ces eaux. Et donc, Alexandrie va rentrer dans plusieurs siècles de précarité hydrique, où de gigantesques citernes vont être construites. Vous en avez des maquettes à l'écran et un détail sur la gauche. Et cette précarité hydrique, cette précarité de l'eau, elle est également mise en avant par l'artiste palestinienne Jumana Mana, avec une installation dont vous avez un élément ici à l'avant-plan, constitué de tuyauteries de céramique qui sont mal agencées les unes par rapport aux autres et qui visent à créer une proximité avec le monde d'aujourd'hui. Si au IVe siècle, les Alexandrins étaient en précarité hydrique, c'est toujours le cas aujourd'hui en Palestine, mais c'est également le cas en Europe. Je vous rappelle les problèmes d'eau qu'a connu le bassin méditerranéen, le sud de la France, l'Espagne notamment, suite aux canicules d'il y a quelques années. Alors après cette première partie dédiée à la réalité urbanistique alexandrine, on passe à la seconde partie de l'exposition qui est intitulée Pouvoir et savoir et qui va s'attarder à parler des dirigeants de la ville d'Alexandrie et du savoir qui est intimement lié à ces souverains. C'est l'occasion de tordre le cou à certaines idées préconçues. Lorsqu'on parle d'Alexandrie, l'un des premiers noms qui vient à l'esprit est Cléopâtre. On ne pouvait pas ne pas évoquer Cléopâtre, mais en revenant un petit peu sur la réalité de la souveraine, déconstruire un petit peu ce mythe de la femme fatale et revenir véritablement à la femme d'État et de ce que l'on sait d'elle. Ce cosmopolitisme voulu par Alexandre, on va le retrouver dans le chef des souverains de l'Égypte de cette époque, que ce soit les Ptolémées ou les empereurs romains, et vous avez ici à l'écran une série de têtes de ces souverains, et vous pouvez voir que certains font très grec, alors que d'autres font très égyptien,
Et pourtant, ils ne sont jamais 100% de tradition grecque ou 100% de tradition égyptienne, à l'image des deux têtes de droite. Celle de droite, qui est une tête d'empereur romain en pharaon, ça a l'air très égyptien, et pourtant avoir des boucles de cheveux qui transparaissent en dessous de la coiffe royale, ce n'est absolument pas quelque chose d'égyptien, donc il y a quelque chose de revisité. La tête du centre que je souhaitais vous présenter, même si elle ne figure pas dans l'exposition de Marseille, elle était à Bruxelles, mais elle n'a pas pu voyager à Marseille pour des raisons de conservation. C'est une tête de la reine Bérénice II qui conserve l'intégralité de sa polychromie antique. Donc c'est de la cire qui a été colorisée et parfois rehaussée de feuilles d'or. Donc c'est une pièce excessivement fragile et on préfère éviter de la faire voyager trop loin. Eh bien, cette tête qui, d'emblée, fait très grec, eh bien, toute cette technique de soin de la couleur sur la cire et de la dorure, c'est une tradition plutôt orientale. Donc, on a à nouveau ce mixte. Et parler des souverains d'Alexandrie était aussi l'occasion de tordre le cou à une série d'idées qui apparaissent ces dernières années. On voit malheureusement fleurir dans la presse la mention d'une colonisation grecque de l'Égypte, et donc il est excessivement important pour nous, Nicolas Morozo et moi-même, les conservateurs de la partie antique, de tordre le cou de cette colonisation antique. Un colonisateur vise à imposer sa culture et sa civilisation comme étant supérieure. Le relief de gauche, qui est en deux parties, vous montre le roi Ptolémée Ier sous les traits d'un pharaon purement égyptien qui offre Maat. Maat, c'est le concept de justice, d'équilibre cosmique, et il offre la déesse Maat aux dieux égyptiens. Il faut savoir que la plupart des temples égyptiens qu'on visite aujourd'hui en Égypte, le temple de Dendera, le temple de Komombo, le temple d'Edfou, par exemple, sont des temples qui ont été refondés par les Ptolémées, agrandis, augmentés, et les empereurs romains ont fait également la même chose. Dans le cadre d'une colonisation, on aurait dû éradiquer les dieux égyptiens et ne mettre que des dieux grecs et des dieux romains. Il faut donc toujours veiller à ne pas utiliser de concepts modernes, occidentaux, à des civilisations qui sont antiques et non occidentales. Donc là, c'était un élément qui était assez important pour nous, et de montrer que les Ptolémées, comme les Romains, vont véritablement se couler dans le moule pharaonique, tout en faisant une série de choses de tradition purement grecque ou purement romaine, mais également purement pharaonique. On est dans une société bilingue d'un point de vue culturel. Elle est bilingue, elle est même parfois trilingue, et je voudrais vous présenter l'un de mes coups de cœur. C'est une bague cartouche en or de l'empereur romain Antonin le Pieux. C'est une bague qui est porteuse de sens en Égypte ancienne. Elle adopte la forme d'un cartouche, ce qui nous indique qu'à l'intérieur, il y a le nom du pharaon, puisqu'on est en Égypte et que c'est le nom du pharaon, c'est inscrit en hiéroglyphes. Mais ces hiéroglyphes sont en réalité la transcription en écriture égyptienne de la traduction grecque de la titulature latine de l'empereur romain. Alors ça a l'air un peu compliqué. Bon. Antonin le Pieux est l'empereur de Rome. La langue administrative de Rome, c'est le latin. La langue administrative de l'Égypte, c'est le grec. L'écriture religieuse en Égypte, c'est le hiéroglyphique. On a donc la titulature de l'empereur de Rome traduite dans la langue administrative de l'Égypte et transcrite en caractère religieux égyptien. Donc vous voyez bien finalement ce multiculturalisme d'Alexandrie, de l'Égypte de cette époque, uniquement avec cet objet. Il y a également d'autres éléments liés aux représentations des pharaons, et c'est un peu l'une des raisons pour laquelle Marimont est porteur de ce projet. Donc le musée de Marimont a une expertise dans le domaine alexandrin. Nous sommes le prêteur le plus important de l'exposition, et nous conservons à Marimont un buste colossal de plus de 3 mètres de haut de reine ptolémaïque, et les mains que vous avez à l'écran. Alors le buste n'est pas présent dans l'exposition puisque le musée de Marimont a été construit autour
Donc il aurait fallu démonter le musée, ce qui était un petit peu embêtant. Mais on présente une animation qui vise à expliquer un petit peu l'origine de ces fragments, puisque nous avons eu la chance de conduire des fouilles archéologiques à Alexandrie, sur le site d'où proviennent ces éléments, et donc on livre un petit peu le résultat de cette enquête à ce moment-là. Alors les souverains alexandrins vont fonder quelque chose d'excessivement important, ils vont fonder le Museion, le musée d'Alexandrie. Alors n'imaginez pas un musée comme aujourd'hui où tout le monde y a accès, c'est un musée réservé aux savants, et adossé à ce musée se trouve une université et une bibliothèque. La bibliothèque d'Alexandrie, qui est excessivement célèbre, eh bien, comment parler de la bibliothèque d'Alexandrie? On ne le peut pas, puisque le bâtiment a été détruit. Par contre, on peut parler de l'héritage alexandrin, et je vous présente à nouveau l'un de mes coups de cœur. C'est un moteur éclaté qui nous a été prêté par la faculté polytechnique de l'Université libre de Bruxelles. Alors, vous devez vous demander ce que fait ce moteur dans l'exposition. Eh bien, le concept théorique d'engrenage, de piston et en règle générale d'éléments clés de l'hydraulique moderne ont été découverts à Alexandrie. Alors, je ne vous dis pas que les Alexandrins savaient construire un piston, ils n'avaient pas forcément la technologie pour le faire, et ils ne construisent absolument pas de moteur, mais les concepts théoriques ont été inventés à cette époque. C'est vous dire à quel point notre civilisation est tributaire des découvertes scientifiques faites à Alexandrie, et vous avez également certains instruments scientifiques arabes qui ont développé les découvertes alexandrines, découvertes qui sont ensuite revenues en Europe par le biais dans l'Andalousie, qui sont présentées dans l'exposition. Après avoir parlé de la ville, de ses souverains et de sa science, on va revenir un petit peu à cette idée cosmopolite, et on va parler des dieux et des temples égyptiens. Les Ptolémées vont se retrouver face à un gigantesque challenge à relever, c'est de pouvoir parler d'un point de vue religieux aux populations égyptiennes et aux populations gréco-macédoniennes. Pour ce faire, ils vont créer une nouvelle divinité, le dieu Sarapis, qui est une forme du dieu égyptien Osiris, qu'on va remodeler, si vous voulez, d'un point de vue iconographique, en lui donnant une apparence beaucoup plus grecque. Et donc, cette image va parler aux Égyptiens, peu importe le bagage culturel qui est le leur. Et ce faisant, on va développer, travailler d'un point de vue religieux sur d'autres divinités. Le plus bel exemple est la déesse Isis, et je vous montre ici toute une variété de représentations de la déesse Isis, avec des formes beaucoup plus grecques, beaucoup plus hellénistiques, comme ce très beau bronze sur la gauche qui nous est prêté par la Fondation Gandur pour l'art de Genève, mais des éléments beaucoup plus de tradition égyptienne, avec notamment la queue de serpent. Vous reconnaissez chez certaines un petit côté un peu plus Aphrodite. Mais vous voyez cette variété iconographique, stylistique et de matière qui est celle-là. Si je voulais synthétiser finalement une image bilingue, eh bien ce sera l'image, et je vous montre à nouveau un coup de cœur, ce petit bronze qui nous vient du Louvre, qui est une image vraiment parfaite pour expliquer ce que je viens de vous dire. Comment est-ce qu'un Romain va représenter son empereur? Eh bien, sous le biais d'un homme vêtu d'une cuirasse militaire qui porte une lance et qui tient dans la main l'aigle impérial romain. Comment est-ce qu'un Égyptien va représenter son souverain? Eh bien, sous l'apparence d'un homme avec une tête de faucon, le dieu Horus, coiffé du pschent, c'est-à-dire la double couronne égyptienne. Et comment est-ce qu'un Alexandrin va représenter son pharaon, qui est l'empereur romain? Eh bien, en lui donnant la forme d'un homme vêtu d'une cuirasse militaire avec une tête de faucon, le pschent sur la tête, une lance aujourd'hui disparue dans la main, et dans l'autre main, en lieu et place de l'aigle impérial, un petit faucon qui matérialise à nouveau le dieu égyptien Horus, que l'on va coiffer également du pschent. Ce faisant, peu importe le bagage culturel, on pourra comprendre qu'on parle d'ici du maître de l'Égypte, qui est romain, ou qu'on parle du maître de Rome en Égypte. C'est vraiment une image bilingue, compréhensible. Et donc finalement, le monde religieux alexandrin, il est
cosmopolite. Il ne faudrait pour autant pas croire que du IVe siècle avant Jésus-Christ au IVe siècle de notre ère, il n'y a que des dieux égyptiens ou romains, il y a des dieux nubiens, il y a des dieux proche-orientaux, il y a également une très forte communauté juive. La ville d'Alexandrie a une très grande population juive qui vit sa foi de façon tout à fait officielle, à l'image de cette stèle de droite qui renouvelle le décret d'asile octroyé à une synagogue et qui est signée en latin de Cléopâtre VII, la dernière Cléopâtre, et de son fils Césarion. Donc la communauté juive et chrétienne, bien évidemment, puisqu'on va jusqu'au IVe siècle de notre ère, était excessivement importante et elle est évoquée dans la ville d'Alexandrie, dans l'exposition. Alors, à nouveau, pour l'idée du contemporain, de ces hybridations et de ces rencontres, je vous présente une seconde œuvre qui a été commandée dans le cadre de l'exposition, l'œuvre de l'artiste égyptienne Mona Marzouk, qui a créé des formes hybrides entre des éléments païens, des éléments liés aux trois grandes religions du livre, à l'image de celle que vous voyez à l'écran, où vous reconnaissez des éléments liés à une mosquée, mais une coupole qui pourrait renvoyer à la coupole du Saint-Sépulcre, notamment une forme qui vous ferait peut-être penser à la quille d'un bateau, de navigation, de transhumance, et donc vraiment ce développement poétique d'éléments liés à la religion ou à certains des objets de l'exposition. L'avant-dernière thématique de l'exposition vise finalement à parler de ceux qui ont fait la ville d'Alexandrie, les Alexandrins. Une ville est avant tout réalisée par ses habitants. Eh bien, que savons-nous des Alexandrins du quotidien? Eh bien, finalement, peu de choses. Nous présentons des objets de grand luxe, des vases en faïence, des vases en verre, des bijoux en or, puisqu'il ne faut jamais oublier que la plupart des objets que vous voyez dans des musées sont des objets qui émanent des élites. Ce sont elles qui ont laissé une trace. Les mosaïques qui sont reproduites au mur viennent de grandes maisons. Alexandrie, le simple paysan, malheureusement, ne nous a laissé que très peu de traces, voire pas du tout. Et donc, il est important de garder ça à l'esprit lorsque on visite un musée, de se dire que la plupart des objets qu'on voit sont des objets qui émanent d'une certaine élite et pas forcément de la majeure partie de la population. Alors, je vous présente à nouveau un coup de cœur qui vient également de la Fondation Gandur à Genève. C'est un vase qui nous montre à nouveau ce monde cosmopolite. Vous avez une forme de vase qui est de tradition grecque. La matière, c'est de la faïence silicieuse. C'est une invention proche-orientale, mais qui va être déclinée énormément en Égypte ancienne. Le décor de sphinge que vous avez sur la panse est un motif typiquement proche-oriental. La technique qui consiste à faire ressortir des petites formes est une innovation alexandrine. Et les petits personnages qui sont représentés, ce sont des petits dieux Bès. C'est un dieu égyptien protecteur de la maisonnée, des femmes enceintes, des parturiantes et des jeunes enfants. Et vous avez sur le côté ce que l'on appelle l'œil Udjat, c'est l'œil égyptien, c'est un symbole bien connu, protecteur. Donc vous avez une forme grecque dans une matière orientale développée par l'Égyptien, avec une partie de décor proche-oriental et une partie de décor de tradition égyptienne. Donc vous voyez vraiment ce monde cosmopolite qui est celui d'Alexandrie. Alors finalement, à part ce très bel objet dont je vous parle et qui nous raconte une histoire formidable, on se trouve devant un constat d'échec et on est frustré. On a été frustré de ne pas voir d'œuvres architectoniques, de témoignages architectoniques de l'Alexandrie. On ne sait pas exactement à quoi elle ressemblait et on ne sait pas exactement quelle était la vie des Alexandrins. Alors, on a une idée, bien évidemment, de ville en dehors d'Alexandrie, hein, mais pour l'intramuros, c'est plus ténu. Et ce constat d'échec, il est également relayé par une œuvre multimédia de l'artiste égyptien Ahmed Gonaimi, qui s'est rendu dans le quartier de Bahari, c'est un quartier d'Alexandrie, et il a voulu documenter, d'un point de vue vidéo, une foire, une kermesse, une fête foraine qui avait lieu à Bahari, et il a été pris à partie par les habitants du quartier parce qu'il n'était pas du quartier, et donc il n'était pas d'accord qu'il filme. Alors sans vous raconter trop de l'œuvre,
cette œuvre, eh bien, elle met en avant l'échec de documenter, de façon contemporaine la vie des Alexandrins du quotidien qui est, un écho bien évidemment de cet échec archéologique, puisque nous n'avons pas ces témoignages. Et donc finalement, comment peut-on parler de ces Alexandrins du quotidien? Eh bien, comme souvent en archéologie, par le biais des nécropoles et par le biais d'un cimetière gigantesque qui se trouve à Alexandrie. Ce cimetière était tellement gigantesque que le géographe grec Strabon l'a appelé Nécropolis, la ville des morts. Et c'est donc ce cimetière qui a donné notre mot nécropole, un témoignage à nouveau de l'importance d'Alexandrie dans notre civilisation et dans notre vocabulaire. Et finalement, ces Alexandrins du quotidien, on les découvre par le biais de leurs tombes, tombes à incinération, momification, inhumation, ou à l'image de ces petites figurines que l'on appelle des Tanagréennes, qui nous montrent finalement un monde très vivant, mais à nouveau cosmopolite jusque dans la mort. Alors on ne souhaitait pas terminer cette exposition par le monde de la mort ou l'échec. On voulait parler du rayonnement d'Alexandrie. Alors l'héritage culturel d'Alexandrie, c'est quelque chose qui est excessivement connu, qui est excessivement mis en avant aujourd'hui. Ce qu'on a voulu présenter dans la dernière partie de l'exposition, c'est le rayonnement de la ville d'Alexandrie dans l'Antiquité. C'est de montrer que durant l'Antiquité, Alexandrie était un cœur vibrant, pulsant d'art, de science et de culture. Et pour ce faire, on a le privilège d'accueillir deux très belles fresques de Pompéi, l'une qui a été découverte dans le temple d'Isis à Pompéi, l'autre dans la maison du duc d'Aumale du même site. Et ces deux peintures nous représentent finalement cette rencontre, puisque c'est Io, la maîtresse de Zeus, qui est accueillie en Égypte, dans la ville de Canope, non loin d'Alexandrie, par la déesse Isis. Et cette peinture, elle représente vraisemblablement une œuvre d'art qui se trouvait à Alexandrie. Et Alexandrie va être tellement réputée pour sa production artistique que certaines œuvres majeures vont être copiées et diffusées à travers l'ensemble du monde gréco-romain. On conserve par exemple des modèles en bronze de lutteurs qui copient une œuvre gigantesque qui se trouvait dans le gymnase d'Alexandrie. Ben, ici, on a notamment ces peintures et on évoque également des statues et les cultes d'Isis qui vont se répandre dans nos régions, en Grèce, à Rome, en Roumanie, en France, au Luxembourg, en Belgique, en Germanie et jusque en Grande-Bretagne. Pour parler de ce rayonnement, on évoque trois directions. On évoque l'Italie, on évoque le Pakistan, le Gandhara, où on a découvert en Afghanistan des vers qui ont été produits à Alexandrie. On a également une rencontre entre l'art hellénistique et l'art bouddhique. L'art du Gandhara, ce sont ces très beaux Bouddhas avec des drapés mouillés, et on sait qu'il y a des importations qui sont faites d'Alexandrie, les œuvres voyagent, les idées également. Le nord, l'Italie, l'est avec l'Afghanistan et le Pakistan, le sud également avec le Soudan, dont on parle malheureusement beaucoup ces derniers jours, et avec notamment le site de Méroé, qui est véritablement contemporain de l'exposition, 4e siècle avant, 4e siècle après, où on a cette très forte présence du culte de Dionysos, et où on sait que les empereurs de Méroé ont construit des temples dans les environs de ce qui est aujourd'hui le lac Nasser, des temples qui ont été cofinancés par les Ptolémées et par les dirigeants de Méroé. Donc finalement, Alexandrie comme cœur rayonnant de civilisation, d'art, de culture, de religion vers le sud, mais il ne faudrait pas pour autant enjoliver trop cette histoire. Je vous l'ai dit, restons sur le fait archéologique, et c'est ça également que met en avant la dernière œuvre contemporaine qui a été commandée spécifiquement
pour l'exposition, c'est l'œuvre de Wael Choki. C'est une présentation multimédia d'une marionnette en terre cuite qui revient sur le mythe d'Europe. Europe qui à l'origine est une princesse orientale qui va être enlevée et amenée par Zeus sur le continent auquel elle va donner son nom. C'est un mythe qui a été excessivement utilisé dans la construction identitaire européenne. Et donc finalement, Wael Choki se pose la question de la véracité du mythe d'Europe, mais sa production artistique, le récit qui est fait se fait en arabe, dans la langue arabe. Et donc c'est intéressant d'avoir la langue arabe qui revient sur l'histoire d'une princesse orientale enlevée et transportée en Occident, qui a été utilisée pour une construction identitaire occidentale. Et donc finalement, de montrer ces identités enchevêtrées et de montrer que l'Europe ne peut pas, tout comme Alexandrie, être réduite à une simple identité occidentale, mais que ce sont des identités multiples et des identités qui sont enchevêtrées. Alors, je vous ai présenté ici donc rapidement cette exposition Alexandrie futur antérieur qui donc joue sur l'histoire archéologique d'Alexandrie, mais parle également des futurs qu'elle aurait pu avoir, en mettant toujours en garde sur cette récupération qui fait partie de notre construction identitaire. L'idée n'est pas du tout de dire que les stéréotypes que nous avons en tête sont mauvais, loin de là. Ils participent à la construction d'une civilisation, ils sont importants. Et nous ne voulons absolument pas les détruire. Mais il est important de les conserver à leur juste place et de se rendre compte que l'archéologie nous dit parfois la même chose, parfois autre chose, parfois dit nous ne savons pas. Et c'est pour ça qu'il était important de quelquefois, je dirais, frustrer le visiteur en lui disant voilà, la science archéologique et historique ne sait pas, pour l'instant, répondre à cette question. Alors, il vous reste quelques jours pour aller découvrir cette très belle exposition. Je vous ai mis les informations pratiques à l'écran et je recède maintenant la parole à Conférencia. Merci beaucoup de votre intérêt. On se retrouve tout de suite pour les questions-réponses. Merci. Alors, c'est une excellente question. L'Empire perse euh, qui dirige vraiment. En fait, si vous voulez, c'est l'Empire perse, il est déclinant. À cette période, il y a une énorme perte du pouvoir central et on a finalement un peu le cas de l'Empire qui s'est étendu tellement loin qu'il a du mal à gérer une série de choses. Et ensuite, ça revient aussi au talent militaire d'Alexandre le Grand qui a su cibler véritablement quelles étaient les places fortes à conquérir en primeur et en mariant. Dès qu'il arrivait quelque part, il faisait des alliances avec les élites locales et il exacerbait finalement, si vous voulez, un sentiment de libérateur. Quand il arrive en Égypte, il va vaincre les Perses, il va rentrer dans le pays et il va tout de suite dans l'oasis de Siwa, donc là on est à la frontière libyenne, se faire reconnaître au pharaon par les dieux. Il n'a pas été au sud de l'Égypte, il arrête et il va s'assurer, les dieux sont d'accord. Les dieux sont d'accord, l'ancienne capitale est libérée, tout est fait. Et il va compter sur les élites locales pour propager, je dirais, le message de ils sont enfin libérés du joug perse, même s'ils n'étaient pas spécialement mécontents, mais il va vraiment articuler là-dessus. C'est un stratège militaire et c'est un excellent homme de propagande. Enfin, à tout le moins, il est bien entouré. Alors, le tombeau d'Alexandre le Grand, on a longtemps cru qu'on l'avait découvert. Donc, il y a un monument à Alexandrie qu'on appelle le tombeau d'Albâtre, qui est une excessivement belle structure. Et c'est un tombeau qui est tellement bien taillé dans la pierre qu'on a cru que c'était le tombeau d'Alexandre, mais ce n'est pas, on sait aujourd'hui, donc ce n'est pas lui, c'est le tombeau d'une très haute élite, mais ce n'est pas la sienne. Les archéologues cherchent encore. Ma conviction profonde est qu'on ne le retrouvera pas. Pourquoi il n'y a pas consensus sur ce que je vais vous dire, c'est ça la réalité
de la recherche archéologique aujourd'hui. Heu, L'une des hypothèses est que lorsque Ptolémée Ier a ramené, le corps d'Alexandre, il l'a fait inhumer dans le quartier royal, à proximité de son tombeau. C'était une manière pour lui de greffer sa légitimité à proximité de la dépouille, et on sait que presque chaque Ptolémée s'est fait construire un palais supplémentaire. Alors on gardait toujours le palais du prédécesseur, hein, mais on en mettait un nouveau. Donc Cléopâtre VII a dû terminer avec une collection de palais, et ce palais se trouvait sur une avancée dans la mer qui était complètement rayée de la carte par le tsunami. Donc certains pensent que le tombeau d'Alexandre se trouvait dans le centre-ville, qu'on aurait même construit une église au-dessus. On a certaines cartes médiévales d'ailleurs qui nous mentionnent l'endroit où pourrait se trouver le tombeau d'Alexandre, et il y en a d'autres qui pensent que le tombeau se trouve malheureusement au fond de la mer Méditerranée. J'en profite pour vous dire que l'exposition se termine certes dans quelques semaines, mais que le catalogue de l'exposition lui survivra. Il y a notamment un article qui se penche sur cette problématique. Alors l'exposition n'a jamais eu lieu à Morlanway. L'exposition émane du musée royal de Marimont, puisque donc nous conservons plusieurs objets qui proviennent d'Alexandrie. Nous sommes en Belgique le musée qui conserve le plus d'objets en provenant de la ville, notamment le plus de représentations de rois et de reines. Et puisque nous conservons des éléments colossaux, nous avons eu la chance de conduire des fouilles à Alexandrie. Et donc, ce projet était l'occasion de faire le point sur nos fouilles. L'exposition, elle a été présentée à Bruxelles, Bruxelles qui est une ville cosmopolite, s'il y a lieu d'être en étant au cœur de l'Union européenne, et à Marseille, pour les éléments que vous avancez, effectivement, port, rencontre des peuples et des civilisations. Donc finalement, certes, Bruxelles a un port, mais nettement moins connu. C'est une zone plutôt territoriale et une zone plutôt côtière, mais c'est vraiment deux endroits, deux villes stratégiques dans lesquelles il est tout à fait logique de parler d'urbanisme. La ville de Marseille a connu des modifications urbanistiques assez importantes, Bruxelles également, et ce sont toutes deux des villes cosmopolites. Mais donc, non, Morlan-Way, nous n'avons pas de port. Nous sommes un peu cosmopolites, mais nous n'avons assurément pas la même densité, le même rayonnement que Bruxelles ou Marseille. Excellente question également. On n'a pas de photographie de l'Antiquité. À tout le moins, quand on regarde, il y a certains traits, certains éléments, notamment liés à la chevelure, qui se retrouvent dans l'ensemble des représentations d'Alexandre, notamment cette petite mèche sur le front qui va être reprise par une série, par les Julio-Claudiens, les premiers empereurs de Rome. Il y a des points physiques qu'on peut dire, mais par exemple, le très beau plâtre de l'Alexandre de Cyrène que vous avez vu dans les premières images, je ne peux pas vous dire qu'Alexandre ressemblait vraiment à ça. Quand on regarde les Ptolémées, par exemple, on a parfois de telles différences dans les statues que c'est compliqué. La réalité est peut-être à chercher du côté du profil des pièces de monnaie, mais qui sont bien souvent réalisées pour dire un message, pour faire passer un message. Donc c'est excessivement compliqué de savoir pour un élément antique si ça représente vraiment l'apparence physique. Il y a assurément un côté idéalisé, bien sûr, mais jusqu'à quel point, ça malheureusement, je crains fort qu'on ne puisse jamais le dire. Alors le phare, on l'a découvert, donc le phare a donc continué à vivre en tant que tour à feu. Il a été fortement abîmé lors du tsunami, il a perdu plusieurs étages. Il a survécu plus longtemps, comme on peut le voir dans une série de manuscrits arabes ou de récits de voyageurs. Il s'est définitivement effondré en Méditerranée, vraisemblablement au XIVe, XVe siècle, mais son emplacement était tellement important qu'on a construit une forteresse militaire dessus, sur les ruines, la forteresse Qaïtbay, la forteresse du sultan Qaïtbay, qui est toujours là aujourd'hui. Et cette forteresse, elle emploie dans son architecture des éléments du phare. Il y a notamment des éléments avec des inscriptions dans le seuil d'entrée de la forteresse.
et les ruines du phare ont été découvertes dans l'eau par les équipes du Centre français d'études alexandrines, qui était à l'époque dirigé par Jean-Yves Empereur. On a découvert des blocs, on a découvert des blocs inscrits, on a découvert des statues colossales qui ont été sorties de l'eau à l'occasion de la visite, si je ne dis pas de bêtises, de Jacques Chirac. Et certaines, il y en a une qui est exposée devant la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque Alexandrina. Donc le phare, on sait où il se trouvait, on sait où sont les ruines. Et donc aujourd'hui, c'est une recherche de l'ombre, puisque les archéologues français et égyptiens plongent, relèvent, numérisent en 3D, et ensuite, par le biais d'une série de logiciels, essayent de déterminer, selon la taille des blocs, si c'était des blocs structurels ou des blocs de décoration, et essayent de reconstruire de façon virtuelle ce bâtiment, sachant que puisque ce bâtiment a survécu plusieurs siècles, il a été modifié au fil du temps. Et donc c'est vraiment un travail de puzzle qui est en train d'être fait, et les collègues travaillent toujours là-dessus aujourd'hui. Oui, il y a fort à parier que le tsunami a endommagé le phare. La bibliothèque, en fait, elle a été détruite plusieurs fois. Elle aurait été détruite lorsque Jules César est arrivé à Alexandrie. Le feu aurait été bouté à des bateaux et aurait détruit partiellement la bibliothèque. Il a été détruit par les chrétiens lorsque le christianisme est devenu religion d'État, mais il y en avait plusieurs. À un moment donné, la bibliothèque d'Alexandrie s'est retrouvée, comme toutes les bibliothèques et les musées du monde aujourd'hui, un peu trop à l'étroit, et on a créé des annexes, si vous voulez, de la grande bibliothèque. Mais oui, il y a fort à parier que le tsunami a endommagé la bibliothèque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la bibliothèque et le musée n'étaient pas accessibles au grand public. C'était un musée et une bibliothèque de recherche, et donc il y a fort à parier qu'ils étaient également dans les quartiers royaux, à proximité des palais des Ptolémées, et que les Ptolémées ont utilisé ce grand mécénat à leur profit. Pardonnez-moi à nouveau la comparaison, mais regardez à quel point Louis XIV a été un grand mécène des arts, des sciences et des lettres. Ben, ça servait la couronne. Et là, c'est également la même chose, à nouveau, si vous me pardonnez le parallèle et l'anachronisme. Alors, c'est une excellente question. On pourrait se dire que le choix géographique était un peu mal avisé, je dirais, puisqu'en fait, Alexandrie n'est pas reliée au Nil, ce qui est une aberration d'un point de vue égyptien. En plus, il y a une petite bande de terre pas très profonde, mais Alexandre le Grand voulait fonder une ville qui puisse gérer l'intégralité du commerce en Méditerranée. Or, les ports qui existaient à cette époque, notamment le port d'Hérakléon Tonis, étaient beaucoup trop étroits. Et Alexandrie avait cette possibilité d'avoir une gigantesque superficie pour accueillir des gros vaisseaux. Et on connaît d'ailleurs des témoignages qui nous disent qu'Alexandrie était le plus gros port de Méditerranée, et c'était le seul port qui pouvait accueillir un bateau qui avait été conçu pour être le plus grand du monde à l'époque. Donc c'est vraisemblablement parce qu'Alexandrie pouvait accueillir plusieurs ports et énormément de bateaux. C'est vraisemblablement pour ça qu'Alexandre a choisi cet emplacement. Alors il y a deux choses. Oui, Alexandrie devait être la ville, avec un LA majuscule et un V majuscule. C'était la ville la plus importante du monde. Au début de l'Empire romain, Rome, c'est une ville de briques. Alexandrie est une ville de marbre, est une ville de pierre, de calcaire, à l'image d'Éphèse, de Pergame. Donc Alexandrie est la plus grande ville de Méditerranée de l'époque. Elle se doit d'être la plus grande ville de Méditerranée, puisque c'est elle qui abrite la dépouille d'Alexandre le Grand. C'est pas n'importe quoi. Alexandre le Grand, c'est le plus grand empire de l'époque. Donc elle est d'un côté mégalomaniaque, ce faisant, elle légitime assurément le pouvoir, et
elle a ce côté, attractif. Rome, l'Égypte, lorsque Octavien va défaire Marc-Antoine et Cléopâtre, l'Égypte va intégrer les possessions romaines, Octavien va devenir Auguste, premier empereur de Rome, mais l'Égypte ne va pas devenir une province romaine administrée par l'administration. L'Égypte est propriété de l'empereur. C'est lui qui nomme la personne qui va gérer le pays pour une série de raisons, mais Alexandrie va rester pendant longtemps le cœur culturel de la Méditerranée. Rome sera le siège politique, mais Alexandrie restera le siège culturel, artistique et la porte d'accès vers, vers le sud, vers Méroé, mais également vers l'Orient. Donc oui, Alexandrie, c'est la ville, elle a un côté mégalomaniaque, elle confère une légitimité, donc c'est important de la voir, oui. Le culte d'Isis va connaître un grand succès dans le bassin méditerranéen parce qu'en fait, les prêtres égyptiens avant l'arrivée d'Alexandre le Grand, après l'arrivée d'Alexandre, vont travailler énormément sur la déesse Isis et vont lui conférer finalement un statut quasi universel. Elle est protectrice des foyers, elle est protectrice du commerce, dame des flots, garante de la Renaissance, maîtresse de l'éternité, souveraine des cieux. Toutes les divinités s'incarnent en elle. Et donc au début, elle va voyager vers la Grèce dans le sillage des marchands grecs. Et dès le IVe siècle de notre ère, on va retrouver des temples à Isis et à d'autres dieux égyptiens, notamment sur l'île de Délos, premier mouvement vers la Grèce au IVe siècle. Et lorsque l'Égypte va intégrer le monde romain, deuxième point d'arrivage vers Rome, et on va découvrir une série de temples euh, sur le continent, je dirais, plus occidental. Et c'est vraisemblablement ce côté universaliste qui va donner, qui va conférer un statut particulier à Isis, qui va être exacerbé parce qu'à un moment donné, les empereurs romains vont se déclarer dévots et protégés par Isis et Sérapis. Et ce faisant, puisqu'ils deviennent des dieux dynastiques de l'empereur romain, ben là, on va avoir des temples qui vont fleurir un peu partout. La ville médiévale s'est construite sur les ruines de la ville antique qui ont été charriées par le tsunami et qui se sont échouées finalement le long de l'Eptastade. Donc l'Eptastade, cette chaussée artificielle qui reliait l'île de Pharos à Alexandrie, donc c'est une chaussée avec des arches, ben, vous devez imaginer que quand le tsunami est sorti et quand les eaux ont quitté le centre-ville, ben, elles ont évacué les débris et ces débris sont restés coincés de part et d'autre de l'arche, ça s'est ensablé et progressivement la ville a colonisé cet espace qui est devenu un espace de pleine terre. Si vous voulez, c'est devenu finalement un espace gagné sur la mer et donc la ville médiévale s'est construite sur l'Heptastade et les ruines de la ville antique qui ont constitué un massif, un talus disponible. Je m'attendais à ce que la question sorte. La dynastie ptolémaïque, à laquelle appartient Cléopâtre, est une dynastie gréco-macédonienne, d'origine ethnique. Il est certain que les Ptolémées ont eu des épouses secondaires, vraisemblablement dans les élites locales. L'Égypte, avant qu'Alexandre arrive, est une ville excessivement métissée. Il y a eu énormément d'orientaux qui sont venus. Il y a des Nubiens qui sont venus. Il y a des Macédoniens. Donc c'est vraiment déjà une civilisation cosmopolite. Le pouvoir ptolémaïque, enfin Ptolémée fils de Lagos arrive, c'est un grec. Voilà, il ne met pas en avant quelque chose de particulier. Ce qu'on sait de Cléopâtre VII, la dernière Cléopâtre, c'est qu'elle elle maîtrise la langue égyptienne. C'est une femme excessivement cultivée. On a des doutes quant à sa mère biologique. Et voilà, la science s'arrête là. C'est une dynastie d'origine ethnique
gréco-macédonienne. Mais entre le moment où Ptolémée arrive et le moment où Cléopâtre arrive au monde, il y a plusieurs siècles qui se séparent. Il est certain que Cléopâtre n'était pas une blonde aux yeux bleus, ça c'est certain, c'était pas Claudia Schiffer. Cléopâtre n'était absolument pas ni Elizabeth Taylor, ni Monica Bellucci, ni Gal Gadot. Voilà, ça c'est un fait avéré. Quel était le degré de pigmentation de la peau de Cléopâtre? On n'en saura jamais rien. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Cléopâtre, dans les représentations moins stéréotypées qu'elle fait d'elle, quand je dis moins stéréotypées, quand on a une représentation de Cléopâtre sur un mur de temple, type Dendera ou Edfu, c'est la version idéalisée pharaonique, et donc finalement, tous les rois, toutes les reines se ressemblent. C'est une version archétypale, il n'y a pas de trait. Si on regarde les effigies monétaires et les effigies, les têtes de marbre qu'on attribue à Cléopâtre VII, une chose est certaine, c'est que la souveraine n'a pas choisi de mettre en avant des traits ethniques plus africains, à l'inverse de ce qu'ont fait les pharaons qui venaient du Soudan à la 25e dynastie. Voilà. La science nous dit que Cléopâtre a mis en avant un nez aquilin, un menton, pardonnez-moi le terme, mais un peu galoche. Elle n'a pas mis en avant de traits africains. L'Égypte est en Afrique, on est bien d'accord, mais je parle de traits physiques plus typés. Voilà, ça c'est ce que je vous en dis. Après, on part dans... Netflix n'a pas fait ça innocemment. Il y a tout un contexte aujourd'hui de réception de l'Égypte afrocentrique, mais ça, c'est pas mon métier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, Cléopâtre n'était assurément pas de carnation blanche pure, il n'y a pas de raison, mais qu'elle ne choisit pas de mettre en avant des caractères africains typés. Les Alexandrins sont excessivement fiers de leur ville. C'est pas rien que de vivre dans une ville qui a été fondée par Alexandre le Grand. Alors, il y a des Alexandrins aujourd'hui qui se permettent de mettre en perspective l'apport occidental de la ville, mais non, il y a un sentiment, je ne veux pas dire qu'il y a un sentiment nationaliste de la ville, ou presque, mais il y a vraiment une fierté alexandrine, hein, oui, ça assurément. Là, après, on part dans des débats qui sont d'ordre idéologique, politique. Voilà. Là, je ne me permettrai pas de répondre à chaque institution et à chaque État de faire son analyse de conscience. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui est restitué à l'Égypte tout ce qui est sorti après les années 1970, date de la convention de l'UNESCO. Après, voilà, c'est tout à chacun de décider. On a découvert donc on a des Tanagréennes dans les nécropoles d'Alexandrie, on a trouvé des vases grecs. Les vases grecs typés en tant que tels ont été essentiellement découverts dans des cités qui ont le statut grec de polis, de cité dans l'idée, dans la mentalité plutôt grecque. Et on en a découvert énormément, hein. D'ailleurs au musée égyptien du Caire, place Tahrir, il y a plusieurs vitrines avec des vases grecs, et donc c'est assez sympa de déambuler dans des représentations de sphinx, dans des stèles, dans des inscriptions hiéroglyphes, et tout d'un coup, boum, d'avoir des vases grecs inscrits en grec ou des vers romains. Donc oui, on en a trouvé tout à fait. On en a trouvé dans les nécropoles et dans l'habitat. Oui, l'exposition est visible jusqu'au 8 mai au Mucem.
Alors Cléopâtre VII a eu, plusieurs enfants avec a eu un enf aurait eu un enfant avec Jules César. Il y a, une polémique, une discussion ces dernières années de savoir est-ce que, le dernier Ptolémée, Césarion, était véritablement le fils de Jules César ou pas. Cet héritier-là, de toute façon, a été éliminé par Octavien, puisqu'il représentait une menace et il représentait potentiellement une résurgence d'un sentiment égyptien contre Rome. Les enfants de Cléopâtre et de Marc-Antoine ont été adoptés par la première femme de Marc-Antoine, la sœur d'Octavien, et garçons et filles sont morts de mort naturelle, et certaines ont été mariées à des élites étrangères, et l'une d'elles notamment a été mariée au souverain de Mauritanie. Donc voilà, les enfants de Cléopâtre et Marc-Antoine ont survécu. Ils ont été élevés à la romaine et ils ont été mariés, puisqu'ils étaient quand même d'un statut princier, à des élites faisant partie de l'Empire romain. Alors Alexandrie en Égypte n'est pas la seule qui a perduré, mais c'est celle qui a connu le plus grand rayonnement. Il y a d'autres Alexandries plus à l'est qui ont survécu, mais dont l'identité hellénistique nous a été perdue, si vous voulez. Il y a une question de proximité aussi, et le fait que les Romains ont décidé d'entretenir ce sentiment lié à Alexandre le Grand, puisque la ville avait ce statut mémoriel, tandis que les autres Alexandries, c'était des villes qui avaient été fondées suite à la conquête d'Alexandre, mais il y avait finalement rien de structurel sur place qui nécessitait d'entretenir un souvenir de « Ah, la ville a été créée un jour par ». Là, c'est resté dans les idées, mais sans plus. C'est vraiment parce qu'Alexandre le Grand était inhumé en Égypte et qu'il y a eu vraiment ce laboratoire de savoir, de pouvoir qui a été développé, qui a conféré ce statut à la ville. Ça fait débat. Certains chercheurs pensent qu'il y avait un petit port de pêcheurs qui était sur place. On a longtemps glosé en disant que ce village s'appelait Rakotis. En fait, Rakotis, ça veut dire le chantier, parce que les Égyptiens de souche ont longtemps appelé Alexandrie le chantier, parce que c'est une ville qui a pris des décennies à être construite, donc on n'est pas sûr qu'il y avait vraiment un village égyptien à la place. En termes d'implantation portuaire, sur la Méditerranée, c'était le port d'Hérakléon Tonis, qui se trouvait dans la baie d'Aboukir. Et en fait, c'est un port, c'est une implantation qu'on a redécouvert il y a quelques années. C'est Franck Gaudiot qui a retrouvé cette implantation urbanistique, qui a complètement sombré dans la Méditerranée suite au tsunami. Donc on a vraiment eu un phénomène de subsidence, donc les terres se sont enfoncées et ont glissé littéralement dans la mer. Il a mis les pieds sur le chantier, sur site. C'est-à-dire que c'est Alexandre le Grand et son entourage qui ont choisi le site, mais Alexandre le Grand, quand il est parti, on était en train de placer les cordeaux pour délimiter les zones, mais il n'est jamais arrivé dans une ville avec une porte d'entrée, une enceinte et un palais. Non, ça non. Il est multiple. Il y a un héritage scientifique et culturel, assurément. Il y a un héritage cosmopolite. Alors, le but de l'exposition n'est assurément pas de dire que l'Antiquité alexandrine était une antiquité rêvée, pardonnez-moi l'expression, mais d'un monde de bisounours, où tout le monde s'entendait. On sait très bien qu'à un moment donné, les Grecs et les Égyptiens se sont ligués contre les Juifs. On sait qu'à un moment donné, les chrétiens se sont ligués contre les Juifs. On sait que finalement, toutes les communautés, il y a eu des tensions. Mais le projet, l'idée, l'utopie Alexandrie a finalement dépassé
ça. Donc je dirais que dans l'idée d'héritage, c'est cette idée de cosmopolitisme. Alexandrie n'a jamais été purement grecque, jamais purement romaine, jamais purement pharaonique. Alexandrie, elle a été 100% alexandrine. Et je pense que c'est ça la plus grande leçon de l'Alexandrie, c'est de se dire qu'elle est faite d'un apport qui est multiple. C'est une communauté qui ne se replie pas sur elle-même, c'est une communauté qui a été englobante, mais en étant englobante, elle n'a pas gommé les spécificités des différentes cultures, puisqu'on a des éléments beaucoup plus égyptiens, beaucoup plus grecs, juifs, également chrétiens. Donc on a vraiment chacun qui se sent alexandrin, qui se rallie à cette idée, mais avec un bagage culturel différent et une identité qui lui est propre, il y a déjà ça. Et ensuite, dans cette idée globalisante, c'est que les sciences découvertes à Alexandrie, il y a la pensée scientifique grecque qui arrive à Alexandrie, qui va utiliser le savoir fait par les Égyptiens, par les Orientaux. Ce savoir va être augmenté. Et lorsque le christianisme va arriver comme religion d'été, qu'on va fermer la bibliothèque, eh bien, tous ces savoirs, ils vont percoler à Damas, à Bagdad. Ils vont être expérimentés, développés, améliorés, et vont revenir en Occident, notamment par le biais de Venise ou de l'Andalousie. Donc, il y a ça aussi à garder en lumière. Et quand je vous dis cet apport grec, les apports médicaux ne pouvaient se faire qu'en Égypte. Dans le monde grec, disséquer un cadavre, c'est pas vraiment tout à fait recommandé. Tripatouiller, si je puis dire, un mot typiquement belge, un cadavre, ça se fait dans les ateliers d'embaumement. Et donc finalement, cette rencontre ne pouvait se faire que là-bas. Donc la réponse est complexe, mais les héritages d'Alexandrie sont vraiment multiples.